Le dernier sommet qu'on a fait l'année dernière, c'était le 1er novembre, c'était le 76e sommet, le Mont Maudit, avec Matteo Jacquemot et Mathis Dumas. Et puis on était redescendu en parapente. Et après, on a eu l'hiver qu'on a connu, un hiver avec beaucoup de neige, qui était super. Mais c'était compliqué d'aller en altitude pour finir. Donc j'ai recommencé à faire des 4000 en fin avril, avec David Gowinkler en faisant l'aiguille verte, l'aiguille du jardin, la grande rocheuse, avec Charlie qui est là en faisant les droites. Et puis, dès le départ, je m'étais un peu dit, ce serait chouette de pouvoir terminer cette belle épopée avec l'intégrale de Peutret, parce que c'est une belle grande course d'alpinisme. Et si je pouvais terminer avec ça, ça serait un petit bonus. Et en fait, les choses se sont produites que au cours de l'été dernier, je n'avais pas pu vraiment aller à Peutret et qu'on a essayé cette année. Ça n'a pas été facile, j'y suis allée 3 fois. La première fois, on a eu un petit bobo, ma partenaire de cordée s'est déchiré le muscle de l'avant-bras. La deuxième fois, en haut de la Noire, on n'a pas continué, on n'est pas descendu dans les rappels, on a décidé de faire demi-tour. Et finalement, dans ma tête, ça commençait à être un peu trop lourd tout ça, et je me suis dit, bon, je vais pas passer l'été à attendre un créneau pour Peutret, j'ai envie de grimper et de faire plein d'autres choses à côté, donc j'irai en juin l'année prochaine. Et j'avais accepté cette idée de finir qu'en 2019 ce projet, en faisant Peutret en juin, quand il n'y a pas les orages, quand il y a de la neige, quand la montagne est un peu moins sèche, que c'est un peu plus en condition. Et puis surtout, avec les orages cet été, c'était quand même compliqué de partir sur une course de 2 à 3 jours. Et finalement, je me retrouve en septembre à Interlaken, où on avait prévu de grimper avec Roger, et je vois ce créneau de beau temps, avec pas de vent en altitude, et je me dis non, mais là c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Et du coup, on a décidé la veille au soir de partir le lendemain pour Peutret. On est rentré ici à Cham et on a chargé les frontales dans la voiture, on a chargé une GoPro dans la voiture. Colline et Alissa, ils nous ont déposés en Italie à la dernière minute. On est monté à Borelli et puis on a fait l'intégrale en 2 jours. Et en portant nos parapentes, et on a pu décoller du sommet du Mont Blanc pour rentrer en volant. Donc c'était quand même vraiment le méga bonus. Et du coup, on n'a pas fait beaucoup de photos parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais j'ai mis quelques petites diapos. Alors évidemment, une ascension comme ça commence toujours par tout peser. Donc on a la balance, on pèse tout ce qu'on prend, vraiment. Et la question des parapentes, c'était une vraie question parce que marcher avec un parapente et du volume dans le dos, c'est une chose, mais dès qu'on va sur des choses plus techniques, plus verticales, on ne veut pas vraiment avoir un gros sac à dos en volume et ni en poids, parce que tout de suite on le ressent beaucoup plus. Donc on a tout pesé, on a fait nos sacs avec et nos sacs sans les parapentes, et puis finalement on s'est dit non, on le sent le faire avec, donc on va le faire avec. Là c'est juste une petite photo pour montrer au final, ça c'est mon parapente, 1,9 kg avec la sellette. Et le parapente de Roger faisait 2,8 kg, donc un peu plus lourd quand même et un peu plus volumineux. Ça, c'est le soir, on est arrivé à peu près à 19h à Borelli, au petit bivouac. Mince, pardon, je suis pas tout à fait au point. Et ça, c'est dans la Noire de Peutret. Il y a quelques belles longueurs bien verticales avec du super beau rocher. Globalement, c'est toujours du bon rocher, mais il y a des longueurs qui grimpent un peu plus que d'autres. C'est Roger. Là, c'est un petit peu pour l'ambiance à Peutret. Alors là, ça va pas jouer non plus, du coup. Bon, c'était juste, en fait, on était après les rappels de la Noire, on avait trouvé un tout petit bout de neige et on s'est dit, on va faire de l'eau là parce que on n'est absolument pas sûr de trouver de la neige à Craveri pour pouvoir s'hydrater et se faire à manger. Donc, à 5h30, on a fait notre repas, on a fait les gourdes et puis on a tracé à Craveri. Et voilà, on est arrivé à 20h30 au bivouac Craveri, le petit caisson. Donc ça c'est les matins, les petits déjeuners. Alors il y avait une autre petite vidéo, elle y est pas, c'est pas très grave, où on parle le matin puis on dit bon ça y est, c'est parti, on repart pour une belle marche dans le parc. Enfin c'était un peu notre truc de dire we go for a nice hike in the park. Ça c'est sous Guglielmina le matin. On s'était un peu perdu en fait. On est parti très tôt, il faisait vraiment nuit et on s'est un petit peu perdu. On a perdu du temps pour retrouver l'itinéraire. Ça arrive souvent en fait. De nuit, c'est quand même toujours très dur de trouver son itinéraire. Et là non plus, on n'aura pas la vidéo du coup.
Il faudra regarder du coup les vidéos sur sa page Instagram ou Facebook. Non, je vais pas toutes les mettre, mais voilà, ça c'est le sommet de la Blanche de Peutray et c'est mon 81e sommet. Et là, on est arrivé à Blanche de Peutray, on a vu la tête derrière nous de... Ça c'est le Fresnay du coup, et juste, pardon, c'était quand même méga sec. Donc ça là, à droite du Fresnay, c'était un torrent permanent de gravier et de cailloux qui dégringolaient. C'était un peu effrayant. Et nous, on devait grimper là, tac, 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 et aller chercher le grand pilier d'angle ici. Et du coup, on a quand même bien écouté et bien regardé parce qu'il y avait quand même ces débris là en bas pour voir si ça dégringolait pas trop tout là-dedans. Et puis on a fait 20 minutes de pause en bas, on s'est hydraté, on a mangé, et puis on s'est dit non, ça va, ça parpille pas, il n'y a pas une pierre qui tombe, on y va. Alors j'avoue que j'aurais pas eu peut-être l'expérience et l'imagination de Roger pour trouver le cheminement là-dedans. Maintenant je saurais faire, mais on est passé bien à droite là, et on a chopé le rocher par ici pour sortir légèrement à droite et après au grand pilier d'angle. On était complètement dans le sable et à quatre pattes dans la glace, enfin voilà, à quatre pattes dans la glace avec le sable. À chaque fois qu'on frappait le piolet ou quoi, on bouffait du sable, on avait plein les lunettes, on est arrivé à la fin, on avait du sable plein le visage et tout. J'étais là, j'ai jamais fait ça. C'était assez marrant. Et là, on arrive au sommet du grand pilier d'angle, on voit bien la Blanche et derrière. Voilà, grand pilier d'angle. Roger qui est content, il faisait hyper chaud. On a grimpé tout le temps en sous-vêtements, en fait, en collant sous-vêtements. Et moi, à manches longues, et Roger était en t-shirt jusqu'à ce qu'on attaque à monter au Mont Blanc de Courmayeur. C'était vraiment encore début septembre, des températures assez affolantes, en fait. Voilà. Du coup, on arrive de là-bas. On arrive de là-bas, là. Descendre en rappel ici, puis remonter dessous. Ça c'est la sortie, mais pareil c'était une petite vidéo, donc il n'y aura rien. C'était la sortie au Mont Blanc de Courmayeur avec la corniche qui n'était pas trop grosse. Et là, on sait que c'est bon cette fois. On est sorti, il n'y a plus qu'à traverser. Il n'y a pas beaucoup de vent. On voit un parapente décoller du sommet du Mont Blanc, donc on sait que ça va décoller. et après c'est notre tour. C'est une tour de décoller. C'était une vidéo aussi, mais il n'y a pas le player sur cet ordinateur, donc on ne peut pas jouer. Mais voilà, on a mis, je pense, 50 minutes de vol pour rentrer et poser à Chamonix. Moi j'ai une petite question, du coup, vu que tu as fini 82 4000, est-ce qu'il y en a un que tu reconnais, t'aimerais refaire plus qu'un autre, parce que tu finis un projet et pour la suite, du coup, est-ce que tu as des voies plus dures que tu as envie de faire, ou est-ce qu'il y en a que tu voudrais refaire? Alors, quand on finit un projet, il faut déjà le savourer. Et puis, on a toujours un autre projet derrière, avec des choses un peu différentes. Mais pour répondre à ta question, il y a des montagnes qui sont... par exemple, la montagne du Schreckhorn, je trouve que c'est une montagne vraiment magnifique. Ça s'appelle le Schreckhorn, ça veut dire la montagne de la terreur. Mais c'est une belle pyramide en rocher, vraiment en super qualité. C'est une des voies normales, peut-être la plus difficile avec la traversée des Aiguilles du Diable, techniquement parlant. Et c'est vraiment un beau sommet dans un coin quand même très sauvage. Donc c'est vrai que c'est une montagne que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé vraiment sublime. Mais en fait, ce projet des 4000 m'a permis de découvrir tellement de beaux sommets que je pourrais tout y retourner, à part peut-être le Dirurhorn et la Punta Giordani. Je crois que je pourrais retourner sur beaucoup de sommets par d'autres itinéraires. Et du coup, avec Colline, vous avez principalement fait en ski, alors que toi, Colline, tu es plus spécialisée dans tout ce qui est en mixte. Donc est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous avez fait un peu en mixte ensemble, ou il y a d'autres choses que... Non, principalement en ski. Ouais, il y a d'autres projets que vous voulez faire ensemble? On a eu des petits passages de mixte à des endroits, mais globalement c'était tout le temps en ski c'était des voies normales, et tu peux en parler. Et on n'a pas de projet ensemble là, mais comme Colline va habiter Chamonix, on pourra en faire.
je ne suis pas vraiment spécialiste de ski alpinisme ou mixte ou n'importe, je fais un peu de tout. Mais j'ai décidé de rejoindre Livre pour la partie ski seulement parce que j'aime beaucoup le ski et je n'aime pas beaucoup de descendre les grands nivels à pied. Mais j'ai une autre question pour Livre, parce que depuis beaucoup de temps, tu étais grand-père super fort en escalade sportive. Et dans les dernières années, tu as fait de plus en plus l'alpinisme. Mais quand même, 82 sommets, c'est beaucoup. Et j'imagine que dans ce temps, tu as fait beaucoup plus d'alpinisme qu'avant. Ou non, pas qu'avant, mais beaucoup plus. Et je te demande si dans ce projet, tu sens que tu as appris beaucoup, si tu vas devenir alpiniste mieux qu'avant ou quelque chose comme ça. Bien entendu, quand on est tous les jours sur le terrain et qu'on grimpe, enfin qu'on est tous les jours en montagne et qu'on apprend tous les jours à découvrir, ou presque tous les jours, un nouveau massif. Parce qu'en fait, ce projet, j'ai pas voulu demander beaucoup d'infos aux autres. Je connais plein de guides, notamment Gabi Watt qui fait tous les 4000 avec plein de clients. Mais je me suis dit, je vais faire mes propres erreurs, je vais pas demander trop d'infos aux gens autour de moi. J'ai envie d'apprendre par moi-même, de faire mes propres erreurs et je les assumerai. Et surtout de comprendre plein de choses et d'apprendre. Et puis après, quand on est tout le temps sur le terrain, c'est vrai que les arêtes, c'était pas quelque chose que je faisais beaucoup avant. Et le fait d'être tout le temps sur des arêtes ou dans du terrain varié, forcément, on gagne de l'expérience et on devient un peu meilleur, ouais, forcément. Après, c'était pas trop compliqué non plus. Enfin, je sortais d'une période où pendant 5 ans, tous les 3 ou 4 mois, j'avais un plat quelque part. Et j'ai pas rien fait pendant ces années parce que je suis quand même partie en expédition. J'ai apporté mon aide à Vanessa François dans ses différents projets. Notre ami qui est paraplégique, on l'a emmené au Grand Capucin, on l'a emmené au Yosemite. Enfin, j'ai quand même fait des choses, mais quand même globalement, je me sentais jamais tellement en forme et jamais en confiance, parce que avec tous ces accidents, j'avais perdu la confiance dans un corps qui avant était peut-être mon meilleur ami ou mon meilleur allié. Et c'est vrai que là, le fait de faire tous ces sommets, ça m'a permis de retrouver un peu cette confiance et aussi de retrouver globalement la forme et puis gagner en expérience. C'est juste, comment tu as fait pour choisir l'ordre des sommets pendant tout ton projet ? Alors, c'est une bonne question. Je me suis dit quels sont les sommets qui sont très bien à ski et on va faire ceux-là en premier. Au début, je m'étais dit on va partir des écrins, on va remonter par le Grand Paradis, on va faire le Bernina, les 7 sommets qu'on peut faire en Oberland en hiver, puis les sommets du Valais, le Grand Combin, et je remonterai en Oberland sur ceux qu'on n'a pas pu faire en hiver. Le Cervin, on peut pas bien le faire à ski non plus, enfin des sommets comme ça, et puis finir par le massif du Mont Blanc, puisque maintenant j'habite au pied, et finir par l'intégrale de Peutret. Mais après, quand même, on a eu des contraintes de conditions. Il y avait des endroits qui étaient plus en condition que d'autres, des contraintes météo. Par exemple, il pouvait faire très mauvais au Bernina alors qu'il pouvait faire beau aux écrins. Donc ça a aussi orienté nos choix. Et puis, quand même, avec une grande partie de mes compagnons cordés, je leur ai posé la question, c'est quels sont les sommets que tu aurais envie de faire ? Parce que j'avais aussi envie qu'eux, ils s'y retrouvent et qu'ils fassent des sommets qui les intéressent. Donc j'ai aussi combiné avec les envies de mes compagnes et compagnons de cordée des sommets qu'ils avaient envie de faire. Donc ça a été un petit Tetris. J'ai une chose pour ajouter, et c'était que pour la petite partie du projet que j'ai fait au début, j'ai vu que comme Yves a décidé de faire un film, c'était beaucoup plus de travail. Salut. Et pour moi, par exemple, le soir avant de partir pour un nouvel sommet, je fais mon sac et je fais de la nourriture et je repose. Mais Liv était en train de parler avec les gens qui vont filmer, les photographeurs, de charger les batteries. Et moi, j'avais l'impression que c'était pas juste quelque chose de pression, mais aussi actuellement plus dur de faire le projet en même temps, de faire un film. Physiquement,
aussi. Et je te demande si tu si tu savais avant la difficulté que tu vas chercher à faire un film, ou c'était un peu une surprise, et si dans le futur tu vas faire un projet comme ça, si tu vas décider de encore faire un film, ou si c'était trop de travail et trop compliqué, et comment tu sens de ça? C'est une bonne question, hein. Merci Colline. Effectivement, il y avait un aspect logistique qui était assez important et assez lourd. À faire des images, ça rajoute beaucoup de contraintes, il faut être honnête, c'est pas évident. C'est vrai que des fois le soir je rentrais, il fallait que je décharge les cartes des GoPro, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est de l'énergie mentale. On grignote un peu sur ses heures de sommeil. Quand on fait des photos, pareil en fait, le photographe il vous demande de vous lever des fois en hiver à 1h ou 2h du mat pour être à 5h30 au sommet parce que c'est la belle lumière, alors qu'en fait cette course en hiver tu te lèves à 6h, tu es au sommet un peu plus tard, ça se fait très bien. Donc c'était un petit peu lourd, mais c'est pas le bon mot. Je pense que je l'avais un peu intégré à l'avance que ça allait être compliqué, et à l'avance je m'étais dit il faut que ce projet il reste simple, léger et fun. Et tout le temps, j'avais ces 3 mots en tête, de garder ce projet le plus simple possible, le plus léger possible et le plus fun. Et du coup, j'avais intégré qu'il y aurait une équipe vidéo avec nous de temps en temps, qu'il y aurait un photographe avec nous de temps en temps. Ça rajoutait la surcharge mentale et des contraintes, mais je l'avais un peu intégré. Mais quand même, c'était quand même pas facile. Au début, je me suis dit, c'est chouette, je vais faire une expédition à la maison. Et en fait, à un moment, je me suis dit non, tu fais pas une expédition à la maison, t'en fais 82, parce que tous les soirs, c'était se remettre dedans. Il y avait du travail quand même, il y avait beaucoup de travail. Ouais. Et du coup, on voit que tu décolles en parapente, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui se mettent un peu plus du coup à faire des vols alpi, vols en parapente. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que t'en fais et comment t'as réussi à progresser et à oser décoller de sommets de plus en plus, avec des décors un peu plus aériens? Alors, du parapente, j'en ai fait quand j'étais adolescente, il y a très très longtemps. À une époque où c'était vraiment le début du parapente. Et puis un jour, j'ai eu une fermeture avec ma voile. J'avais 15 ans et il y avait ma maman sur le balcon qui a vu la fermeture. Et du coup, elle a dit c'est fini, vos conneries, vous arrêtez tout, plus de parapente. Et quand j'ai eu mon accident en 2001, quand, je ne sais pas si vous avez tous compris dans le film, j'étais aux États-Unis, je travaillais une voie dure, invité plus, et la personne qui m'a assuré ce jour-là m'a laissé tomber. Et j'ai eu cette coupure, en fait, pas prévue, cet accident qui est arrivé comme ça, et où je ne pouvais plus grimper, puisque j'avais vraiment tout le temps mal au dos. Et je me suis dit, je vais faire autre chose. Et je me suis remise au parapente à ce moment-là. Je me suis mise un peu en dilettante. Et c'est en arrivant ici à Chamonix en 2011 que je me suis dit, en voyant toutes ces ailes, je me suis dit mais non, c'est pas possible, il faut que je m'y remette, et que c'est un super outil pour rentrer de montagne, et c'est un super outil aussi quand ça marche pour faire des enchaînements, pour décoller d'un sommet, pour aller se poser ailleurs sur le glacier, pour repartir le lendemain. Donc voilà, après, comme pour tout, le progresser, ça prend du temps, ça demande du temps. Donc du coup, ça fait que tu grimpes moins à côté et tu essaies de progresser en parapente. Ou alors tu te dis, j'ai le niveau que j'ai, ça va. Et c'est vraiment ces 2 dernières années où j'ai fait plus attention à bien voler en parapente pour être bien dans pas mal de situations possibles. Et du coup, on voyait que tu faisais du base jump avant, t'as définitivement abandonné? Alors en 2014, j'ai pris la décision d'arrêter ce sport. J'avais eu un accident en décembre 2009 assez grave et j'avais ressauté après parce que j'aimais ce sport. Et puis à un moment, là, presque toutes les semaines, je perdais un ami. Et je me suis dit, non, c'est plus possible, c'est trop dangereux, j'arrête. Et du jour au lendemain, j'ai vendu tout mon matériel. Et c'était une bonne décision, ça m'a jamais manqué, j'ai jamais regretté. Je suis contente de l'avoir fait, je sais ce que c'est que la sensation là d'être là au bord du vide et de dire, tout son cerveau il dit non, saute pas. Et toi tu dis, si je sais le faire, j'ai appris à le faire, j'y vais. Mais je suis contente d'avoir arrêté. Et du coup, on voit que tu t'es, donc dans la vidéo, on voit que tu t'es gelé les pieds, donc
Est-ce que, enfin, il faisait spécialement froid ou c'était une journée, tu t'y attendais et comment tu t'en es remis? Alors c'est une bonne question, c'était une des choses qu'on avait listées pour en parler, ça peut intéresser d'autres personnes. Personnellement, j'étais assez choquée comment vite c'est arrivé ces gelures, et j'ai même mis 3 ou 4 jours à réaliser, à me dire non, c'est des vraies gelures, il faut que tu voies quelqu'un, parce que j'ai pensé, bon demain c'est bon, je retrouve mes pieds, ils vont revenir normaux. Alors le contexte de ces gelures dans mon cas, et Colline vous parlera de son expérience aussi là-dessus, on était vers le 19-20 avril, il y avait un front froid qui était là depuis 4-5 jours, il y avait beaucoup de vent en altitude, il faisait moins 20 degrés à 4000, on avait fait 37 sommets en 1 mois et 15 jours je crois. Je commençais à être fatiguée, en fait je me sentais fatiguée. 2 jours avant on était allé à la Dent des Reims et déjà j'étais moyen motivée pour y aller parce qu'il y avait du vent, parce qu'il y avait du froid et que je sentais que je commençais un peu à me tirer sur la plaine. Et puis il y a Anthony Bonello, le caméraman qui était là avec moi, qui arrivait du Canada, parce que la boîte de production qui a fait ce film est canadienne. Et je me suis dit, c'était pas de la pression, c'était plus de la gentillesse politesse, de ne pas lui dire non écoute j'ai besoin de 2 jours de repos là. Je me suis dit bon il faudrait que je me repose mais il vient d'arriver, ça m'embête de lui dire écoute il est là pour 1 semaine, écoute il y a déjà 2 jours qui sautent parce que j'ai besoin de repos. Je me suis dit est-ce que je me mets en danger? Ça a été un peu mon critère des fois quand j'avais des décisions à prendre, est-ce que je me mets en danger? On est toujours un peu sur le fil, on s'écoute trop, on fait rien, on s'écoute pas assez, on se fait mal. Et il y a toujours un peu à jouer avec cette limite, avec le fil. Et je me suis dit, est-ce que je me mets en danger? Non, je serai avec Julia, elle est motivée, elle peut prendre un peu le lead si j'accuse le coup. Je me mets pas en danger, ça va, on va faire la légende, c'est pas un sommet technique, il n'y aura pas de problème. Et on part, le premier jour il fait vraiment hyper froid, on arrive au petit bivouac, le Michel Bell, non, je sais même plus comment il s'appelle maintenant. On arrive à ce petit bivouac, c'est glacial, on est dedans, il fait moins quelque chose. On a vraiment froid, j'ai déjà un peu froid aux pieds, mais bon, on se réchauffe, on fait de l'eau chaude. Le lendemain, on repart, je fais la trace pendant un grand moment, et je me mets à transpirer en fait dans les liners, dans les chaussons de chaussures de ski, je me mets à transpirer, je sens cette humidité. Et là, je m'arrête pour que Julia prenne le relais, pour qu'elle continue la trace. Et ça dure un moment parce que Julia est dans un passage où c'est plaqué, donc elle prend le temps, elle réfléchit. Je suis à 2 doigts de lui dire, fais demi-tour. Mais c'est elle qui est devant, c'est elle qui sent la neige, et donc ça prend un peu du temps. Et là, il y a 40 minutes d'attente. Vraiment, là, je me refroidis complètement de la transpiration que j'ai eue avant. On arrive sur ce col, et là, on se prend tout le long du Nord qui arrive. Et Anthony veut faire du drone. Et avec le froid, son drone ne démarre pas. Et lui aussi se gèle le doigt, donc il arrive encore moins à manipuler son drone. Et encore, au bout de 40 minutes, on lui dit « Écoute Anthony, c'est pas possible, il faut qu'on bouge, on est en train de geler. » Donc on reprend la route, on se remet à bouger, on remonte. Et on arrive quasiment au sommet. Et là, je lève les yeux pour regarder l'arrêt finale, si c'est pas trop gelé ou quoi. Et je me déporte comme ça un tout petit peu. On avait vu qu'il y avait cette crevasse, elle se voyait hyper facilement. Il y avait la neige, la glace. Et je mets le pied dedans, je m'enfonce et je me fais hyper mal en fait à l'autre mollet. Et on saura après coup que je me suis déchiré un muscle du mollet. Et donc je bascule là-dedans. Bon, je me remets sur pied, j'ai un peu mal, mais je me dis ah ça va aller, c'est encore chaud. On continue, on va jusqu'au sommet. Et à partir de ce moment-là, j'ai oublié de penser à mes orteils. J'ai oublié de continuer à les bouger comme j'ai fait pendant toute la montée. Parce que j'ai la douleur au genou et que je me pose quand même à l'intérieur pas mal de questions. Et on arrive au sommet, on fait le sommet, et là, pour redescendre, c'est l'enfer, je peux même plus plier la jambe. Donc je me dis, bon, bah là, c'est pas sérieux, je peux pas skier comme ça, il y a la pente qui est plaquée là, je nous mets les 3 en danger, je sais pas ce que j'ai, en plus, peut-être que je me fais encore plus mal à essayer de skier. Donc j'appelle les secours. Et on a de l'attente. Et pareil, je pense plus à mes orteils, je pense plus qu'à mon genou qui me fait hyper mal. Et j'oublie de les bouger, je n'ouvre même pas mes crochets en fait, chose que j'aurais dû faire. Et les secouristes arrivent, ils disent mais il fait hyper froid, il fait -16. Et nous on avait l'impression qu'il faisait 4 degrés par rapport au froid qu'on avait eu toute la matinée. Et on trouvait que là il faisait plus vraiment froid, mais il faisait encore très froid. Et quand je suis arrivée effectivement en bas à Visp,
j'ai vu que j'avais les 2 gros orteils qui étaient bien noirs. Et le problème, c'est que j'avais une ampoule que je m'étais faite au début du voyage, qui cicatrisait jamais, parce que quand on est minimum 10 heures par jour en montagne, avec la chaleur qu'il faisait au printemps dernier, donc 2017, l'ampoule, elle cicatrisait pas, la peau, elle cicatrisait plus, ça me faisait pas vraiment mal, mais j'avais toujours cette peau abîmée, un peu à vif. Et avec la gelure, ça a pris une mauvaise tournure. Et du coup, c'est Marianne Magnan ici de l'ENSA qui s'est occupée de moi et qui m'a emmenée à Genève pour faire du caisson hyperdare et pour récupérer plus vite des orteils. Voilà. Et du coup, pour la gelure, t'as mis combien de temps pour t'en remettre? Alors, je pouvais repartir au bout de 5 semaines, mais dans cet interstice de temps, j'ai perdu 3 amis proches dans une avalanche. Et 10 jours avant au lit, et ça m'a un peu, ça m'a pas un peu affecté, ça m'a beaucoup affecté. Et je me suis dit, je vais me donner un peu plus de temps, je vais repartir vraiment quand je sens au fond de moi que j'ai vraiment envie de repartir. Et toi, Colline, du coup, tu as fait pas mal d'expé en Patagonie ou en Alaska. Tu as déjà eu ce genre de problème en termes de gelure ou de pieds ou mains? Oui, une fois, je ne suis pas vraiment expert de ces choses, mais il y a 8 ans, j'ai gelé les orteils en Alaska et c'était sur une montagne de 5000 quelque chose mètres, pas super haut, et j'avais des chaussures doubles. Mais le matin, on a commencé dans le soleil et j'ai transpiré beaucoup sur les pieds. Et après, pendant la nuit, quand il fait beaucoup plus froid, j'ai gelé les orteils. Et je pense que j'ai appris pas mal de cette expérience. Et je pense que la gelure, beaucoup de gens pensent qu'il faut juste prendre des chaussures plus chaudes et ça protège du gelure. Mais c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend beaucoup de l'hydratation et l'altitude et si les chaussettes sont secs ou mouillées. Et depuis les dernières années, j'ai utilisé beaucoup des chaussettes qui bloquent la transpiration, la humidité. Et comme ça, si on transpire sur les pieds, les chaussettes et les chaussons de les chaussures restent toujours sèches. Et ça, c'est pour moi beaucoup plus important de prendre des chaussures très chaudes. Et par exemple, ce juin passé, j'ai fait un voyage sur Denali, au Alaska, où presque tout le monde prend des super grosses chaussures, le même qu'on utilise sur l'Everest. Et j'ai fait dans les Phantom Tech une chaussure simple. Mais parce que j'utilise les chaussettes qui bloquent le vapeur, et parce que je toujours pense à les conditions pour qu'on ne doit pas avoir pour le gelure, je pense que ça c'est plus important de quel type de chaussures on prend. Ok. Et donc du coup tu parlais de la perte du Lichtech, donc quand on entreprend un projet comme celui-ci, on sait qu'on prend des risques. Est-ce que ta prise de risque a changé par rapport à tes débuts ou comment tu évalues un peu la prise de risque que tu vas avoir en montagne? Non, hein, le but du jeu c'était de prendre le moins de risques possible. En fait, c'était assez intéressant comme projet aussi parce que quand on décide à deux de faire une expé, de faire une voie ou telle montagne, on est les deux dans le même projet. Mais là, c'était un peu mon projet avec des amis qui venaient. Et du coup, quelque part, je me sentais aussi responsable de ces amis de prendre la décision. Il y a l'orage, ok, on n'y va pas. C'était un peu mon projet et les amis qui venaient avec. Et c'est pas pareil quand on est deux à faire la cordée, à se dire ok, on va faire telle voie ou telle expédition et on prend les décisions ensemble. Et donc je me sentais un peu responsable à chaque fois et je pense que j'ai plutôt été sur le côté très conservateur que le côté on y va à tout prix. De toute façon, j'ai mis 1 an et demi pour le faire, c'est aussi parce que à chaque fois on a pris des marges et qu'on a fait quand tous les éléments étaient réunis. Pour moi, l'idée, il n'y avait pas de question de prendre des risques ou quoi, il fallait que ça se passe toujours bien Mais on voit quand même que du coup, le fait que tu dois faire un film, tu prends un peu plus de risques vu qu'il y a quand même des images à produire ou quand il y a un caméraman ou... Non, alors au contraire,
le fait des images, pour moi, c'est pas du tout, je vais pas du tout en faire plus. Je suis plutôt l'inverse. En général, je grimpe moins bien quand on me filme que quand on me filme pas. Je suis plutôt une petite souris qui aime bien faire les trucs discrètement à la base. Mais non, il n'y a pas de raison de prendre plus de risques parce qu'on fait des images ou pas. Enfin, et aussi, il n'y a aucun sponsor qui va vous demander de prendre plus de risques pour un film ou pour un projet. Et ça, c'est aussi important de le dire. Moi, j'avais aucune pression à ce niveau-là de Salomon ou de n'importe qui. Toutes les personnes à Salomon m'ont dit « Ah, si tu le fais en 2 ans, c'est cool, ça nous va. Et ta carte blanche, c'est ton projet. Nous, on te fait confiance. Tu le mènes comme tu veux. » Et voilà. Et je pense que c'est vraiment important de partir l'esprit libre et pas avoir de pression ni d'image, ni de sponsor, parce que ça vous bouffe et ça peut amener à prendre des mauvaises décisions ou à pousser un peu plus le bouchon. Et dans le cadre de mon projet, effectivement, j'avais Salomon derrière moi, mais à aucun moment j'ai reçu de pression ou j'ai senti de pression de leur part, c'était plutôt l'inverse. Et j'ai plutôt eu un super soutien du début à la fin. Donc on a parlé de prise de risque un peu, on a vu toi tu préfères faire des ascensions avec des amis. Et Colline, toi tu as fait beaucoup je sais pas, mais tu as fait des solos en Patagonie je crois. Du coup, qu'est-ce que tu recherches quand tu fais des solos ou qu'est-ce qui te plaît à la différence d'être avec quelqu'un d'autre et d'être en cordée? En fait, pour moi, c'est un peu dur d'expliquer pourquoi j'aime l'escalade ou l'alpinisme solo en français, parce que c'est un peu des nuances. Mais si j'essaie, c'est seulement, c'est plus difficile. Et souvent, je cherche la difficulté en alpinisme. Mais aussi, je suis souvent quelqu'un qui aime prendre toutes les décisions et avoir l'opportunité toujours de dire j'arrête ici ou je veux aller là. Et je pense que c'est dur d'expliquer en français, mais peut-être je suis quelqu'un plus que normal qui aime avoir contrôle de les situations. Et quand on fait l'alpinisme solo, tu prends toutes les décisions pour toi et tu es en contrôle total de qu'est-ce que tu fais. Je suis intéressée par les descentes avec parapente. Donc, quel sommet vous êtes descendu par le parapente et aussi quel sommet vous recommandez pour ça? Donc, on a pu faire l'allée de Chorn, on est redescendu en parapente. On a fait les aiguilles du diable, on a décollé du Tacul en parapente, mais on a posé à Torino parce que le lendemain on voulait partir au Grand Joras. On a fait Bionasset, on a décollé du Dôme du Côté. Peutret, du coup, décollé du Mont Blanc. Et puis, il y en a certainement un autre. Ah oui, la Dent Blanche. On a décollé d'une épaule au-dessus du... On a grimpé par une arête d'une vallée qui s'appelle l'arête des Quatre Ânes et on a décollé pour poser dans une autre vallée. Je réfléchis et je crois bien que ça va être tout. Et quel sommet je recommande en volant? Plein de sommets en fait. Ben, le Mont Blanc. Ah oui, on a fait le Mont Maudit aussi, pardon. On a fait l'arête Kufner, on a décollé du Mont Maudit. Mais Mont Blanc, Mont Maudit, Mont Blanc du Tacul, ça décolle très bien. Si on est bon, décoller en face sud des Grands Joras, c'est quand même un must. Au lieu des 7 heures de descente un peu tendues, on peut poser en bas dans la vallée tranquille. Si on est bon aussi, il y a un déco court, c'est l'aiguille verte. Ça se fait, avec le vent dans le bon sens, ça se fait bien. Et après, en Suisse, il y a beaucoup de sommets qui peuvent se faire en volant aussi. La Linorne, l'Alpoubelle, Stralorn. Ouais, il y a beaucoup de sommets en fait. Les grands combats. Le seul problème en fait, c'est d'avoir le bon vent. Alors, peu de vent en altitude et puis surtout dans le bon sens. Et d'avoir le compagnon ou la compagne de cordée qui sait voler. Et ça, c'est pas toujours évident. Par exemple, l'aiguille verte, je m'étais vraiment dit, ce sommet, je le garde pour le faire en parapente.
Et en fait, ça s'est pas fait parce que soit il n'y avait pas le vent, soit il n'y avait pas le copain qui pouvait décoller du sommet avec moi. Et du coup, j'ai repoussé, alors que j'aurais pu le faire plein de fois dans l'été. Et finalement, on n'y allait que l'année dernière, enfin que cette année, pardon. Et on n'a même pas pu décoller du sommet parce qu'il y avait un peu plus de vent qu'annoncé et ça décollait pas. Donc, ouais, la vraie difficulté, c'est quand même d'avoir bien étudié la météo avant et pour être sûr d'avoir le vent dans le bon sens. Mais après, il y a plein de sommets qui décollent. Et si c'est pas du sommet exactement, c'est d'une épaule juste en dessous. Oui, c'est ma fille qui voudrait savoir à quel âge tu as commencé l'escalade. Alors, j'ai commencé à grimper pas très tôt, en fait, à l'âge de 14-15 ans. Voilà, j'ai commencé par la montagne, je faisais du ski de randonnée à l'âge de 10-11 ans. Et en faisant du ski de randonnée, on a commencé à grimper un petit peu des rochers. Et puis, j'aimais bien grimper. Et du coup, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au club d'escalade de Bourg-Saint-Maurice, où je suis née, quand j'avais 14 ans. Voilà. Et du coup, dans la vidéo, on voit que tu as beaucoup de compagnons de cordée assez internationaux. Tu les as rencontrés par rapport aux compétitions d'escalade ou comment ça se fait? Non, ce sont tous des amis que j'ai rencontrés ces 10 dernières années, on va dire, plutôt en montagne. Il n'y a aucun... Non, il n'y avait aucun grimpeur de mes années de compète impliqué, déjà parce que les grimpeurs d'escalade sportive ne font pas tous de l'alpinisme. Et puis ensuite parce que voilà, mon groupe d'amis a aussi évolué et j'ai voulu faire ce projet avec les gens qui avaient... il y avait un sens pourquoi chacun était là et voilà, c'était les personnes que je voyais plus maintenant, avec qui on partage des bons moments et pas forcément les grimpeurs des années de compétition. Et est-ce que tu as gardé contact avec des gens de la compétition? Tu fais toujours cordée avec certaines personnes ou c'est un milieu qui fait partie du passé et tu n'as pas forcément envie de continuer? Non, en fait, parmi les gens qui faisaient de la compétition avec moi en Coupe du Monde, finalement, il y a Arnaud Petit qui est devenu guide, avec qui je m'entends toujours très bien et avec qui on est en contact. Stéphanie Baudet, son épouse, et Alex Chabot. Mais après, je pense qu'il n'y a aucun... Enfin, j'essaie de réfléchir quand même que je dise pas trop bêtises trop vite, mais il n'y a pas trop d'autres grimpeurs de haut niveau qui sont allés contre le virage de l'alpinisme en fait, de mes années de compétition. Donc je m'entends toujours bien avec toutes les personnes avec qui j'ai fait ces années de compétition, mais ce sera surtout au final Arnaud Petit et Stéphanie avec qui je serai restée le plus en contact et qui font de la montagne. Et du coup, en comparaison avec l'escalade où il y a quand même moins d'éléments, ce qui est froid, vent, les conditions c'est plus facile à gérer, toi, comment ça se fait que tu es transitionné plus vers l'alpinisme? Qu'est-ce qui te plaît plus que l'escalade? En fait, j'ai toujours aimé la montagne. Comme j'ai dit, quand j'avais 10-11 ans, je faisais du ski de randonnée, j'étais tous les week-ends en ski de randonnée, j'avais lu à peu près tous les livres de montagne que j'avais pu trouver dans la bibliothèque familiale. J'avais tanné mon père tout l'été pour faire le Mont Blanc absolument quand j'avais 14 ans, avant mes premiers championnats de France. Et du coup, la montagne, elle a quand même toujours été là. J'ai toujours été attirée par les sommets, depuis assez petite, on va dire. C'est juste qu'après, une fois qu'on commence à être en équipe de France, moi j'ai intégré l'équipe de France à 16 ans et j'ai commencé à gagner mes premières Coupes du Monde à 17 ans. Entre les études, le lycée et puis les entraînements où on est quand même... Quand on fait du sport de haut niveau, on est dédié à 200% au sport de haut niveau. Hein. C'est tous les jours, on en rêve la nuit, on ne peut pas faire du sport de haut niveau à moitié. Soit on le fait vraiment à fond, soit ça ne peut pas marcher. Et du coup, c'était difficile de faire de la montagne pendant ce temps-là. Et puis mon environnement, mes parents ne sont pas des alpinistes. Mon père a pu m'emmener au Mont Blanc, mais après, une fois qu'on a fait le Mont Blanc, je lui ai dit je veux faire l'aiguille verte et il m'a dit non, c'est trop technique, tu feras quand tu seras grande. Donc j'avais pas non plus forcément un environnement d'alpinistes autour de moi. Et par contre, l'escalade, c'était quelque chose de plus facile à mettre en œuvre avec des amis autour de moi. Et du coup, tu as commencé l'alpinisme en groupe ou avec le CAF ou la FFME ou c'est plutôt avec des amis? Non, plutôt avec mon père quand j'étais petite et puis après avec des amis
quand j'étais adulte. Alors, une question un peu compliquée, mais j'espère pas. Comment vous avez trouvé le partenaire pour le projet? Est-ce que c'était dur au début, ou ça avait changé à la fin de le projet? Et plus compliqué, c'est comment vous avez changé l'ambiance de le sommet dans le projet? Alors, je réponds en français, ça va? En fait, quasiment 4-5 mois avant de partir, j'avais fait ce planning où des personnes comme Colline m'avaient dit, par exemple, Colline m'a dit tout de suite, moi je suis dispo les 3 premières semaines de mars. Après, Marion, elle m'a dit, moi je suis dispo 3 semaines dans l'été de telle date à telle date. Un David Gotler m'a dit, moi je suis dispo du 10 au 19 juin. Une Julia Monego, elle me dit, moi je suis dispo à ces dates-là, ces dates-là, ces dates-là. Donc en fait, j'ai construit le planning comme ça, quasiment 5 mois à l'avance, avec mes compagnons cordés qui ont tous été hyper fiables. Il n'y en a pas un qui m'a dit au dernier moment « Ah, finalement, je suis plus dispo parce que je voudrais faire autre chose ». Mais tous, ils ont été là. Et ce que j'avais juste demandé à ces compagnes et compagnons cordés, c'était de venir pour au moins 5 jours, voire une semaine. Parce qu'à l'intérieur de ces 5 jours, une semaine, il fallait qu'on ait de la flexibilité par rapport à la météo. Parce que peut-être que sur une semaine, il n'y a peut-être que 2 jours de beau et on peut faire qu'un sommet. Donc tout le monde est venu sur des grandes périodes. J'aurais voulu partager ça avec d'autres amis, mais je savais que ça n'allait pas être possible parce que c'était des amis qui étaient peut-être moins flexibles parce que la famille, parce que le travail. Et du coup, vraiment tous les compagnons et compagnes de cordée qui m'ont rejointe ont été des personnes très flexibles à l'intérieur de la période qu'elle m'avait réservée en fait. Et après, ce qui était très intéressant, c'était de changer de compagne et compagnon cordée tout au long du projet, parce que chacun a une approche différente. Colline, il va avoir une certaine approche de la montagne et la pratiquer avec une certaine façon, et puis s'organiser aussi par rapport au matériel, au poids, à l'hydratation, à la nourriture d'une certaine façon. Et puis après, j'enchaîne avec peut-être un David Kotler qui a une toute autre façon de procéder, qui aborde la montagne avec une autre façon une autre approche, et ainsi de suite en fait. Et quelque part, je me suis aussi un peu enrichie à partir de tous ces amis de cordée, de leur approche de la montagne et à chaque fois leur vision de la montagne qui était pas toujours la même au final. Et du coup, on voit qu'il faut énormément de flexibilité en fonction des conditions. Est-ce que vous arrivez à vivre, je m'adresse à Liv ou à Colline, est-ce que vous arrivez à vivre du coup juste de la montagne? Et vu que ça vous prend énormément de temps, comment vous arrivez à toujours garder du plaisir ou de la motivation? C'est une bonne question. Oui, pour ma part, je vis de la montagne et Colline aussi, je le sais. Après, quand on a une passion qui est là, et tant que cette passion, elle vous anime, je crois que l'envie d'aller en montagne, elle est toujours là. Le matin où je dois me lever pour me dire je vais aller en montagne pour claquer une photo pour les réseaux sociaux, je pense qu'il faut que je change quelque chose. Mais tant que tu te lèves le matin pour dire j'ai envie de faire ce sommet ou cette voie ou ce vol ou ce combo alpiniste parapente et que ça t'anime et que ça t'apporte cette énergie, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. Je pense que j'ai pas bien compris toute la question, mais une partie, c'était si je peux vivre de juste la vie montagne. Et je peux, mais juste. Et par exemple, j'ai 34 ans et pour la première fois cette année, j'ai terminé à vivre chez mes parents et j'ai commencé à vivre à la maison des parents de ma copine. Mais ça marche. Et du coup, vu que vous avez beaucoup de temps en termes d'entraînement, est-ce que vous avez un entraînement spécifique ou il y a beaucoup de disciplines aussi? Comment on arrive à garder le niveau dans toutes les disciplines et pas mettre de côté certaines? Je pense que si on essaie de faire toutes les différentes choses en montagne, ski, alpinisme, escalade sportive, des blocs, des voies en altitude, tout ça, c'est toujours dur d'avoir un haut niveau dans plusieurs catégories.
Et pour moi, comme je n'ai pas une forte histoire en escalade sportive comme livre, pour moi, c'est toujours le plus important d'entraîner l'escalade sportive, l'escalade à bloc. Et j'ai beaucoup de volume en alpinisme. Donc, si je ne grimpe pas des montagnes pour un peu de temps, je peux lever le matin et faire un sommet de 4000 et c'est plus habitué. Mais je dois travailler plus sur l'escalade technique. Alors, dans le cadre de ce projet, en fait, moi j'ai pris un entraîneur, c'est Steve House, qui a une structure qui s'appelle Uphill Athlete. Je me suis dit, oula, je viens de l'escalade sportive quand même, une voie de compète c'est 8 à 12 minutes, en falaise ça peut être 40 minutes, une voie dure. J'ai été tout le temps blessée ces derniers temps, je suis pas sûre de pouvoir encaisser des grosses journées et de pouvoir bien récupérer. Et du coup, pendant 9 mois, je me suis entraînée avec Steve, qui m'a fait un programme d'entraînement journalier pour augmenter mon endurance. Ma demande, c'était d'avoir une bonne endurance et une bonne capacité de récupération, en fait. Parce qu'on n'allait jamais à des rythmes hyper soutenus, mais en revanche, s'il faisait beau, on était tous les jours dehors. Et tous les jours dehors, 12 heures par jour, 13 heures par jour, quand on arrive au bout d'un certain nombre de jours, il y a quand même une fatigue qui s'accumule. Et voilà, et cet entraînement, ça m'a permis d'arriver avec un corps un peu plus endurant que ce que j'étais peut-être avant. Et ensuite, je pense aussi que c'est très difficile de rester très performant quand on fait plusieurs activités. Moi, j'ai pas beaucoup grimpé ces dernières années et j'étais nulle en escalade. Et puis après, quand on a envie de s'y remettre et que la motivation est là, on reprend vite du niveau, mais c'est quand même... Voilà, on veut apprendre à bien skier, apprendre à bien voler, toujours se maintenir en escalade, et puis quand même avoir la caisse sur des sommets un peu élevés. Ça fait beaucoup, c'est pas toujours évident, mais après c'est une question de compromis et puis de priorité. Et du coup, sur la vidéo, on voit que tu t'es énormément blessée. Il y a des moments où tu t'es demandé pourquoi tu continuais. Est-ce que ça te fait un peu peur pour l'avenir d'avoir un peu mal, ou la montagne est tellement un plaisir que du coup tu y penses pas vraiment? Non, en fait, c'est vrai que j'ai eu cet accident de base jump assez grave qui m'a beaucoup fragilisée, qui a beaucoup fragilisé mon squelette, et du coup derrière sur des tout petits chocs, je me cassais 6 fractures dans le poignet en tombant comme ça, et je me suis dit c'est pas possible, j'ai des os de verre ou quoi? Mais en fait finalement non, j'ai arrêté de prendre des petits chocs et puis c'est passé. J'ai pas beaucoup de séquelles, j'ai un peu moins de flexibilité au poignet droit, mais globalement j'ai jamais de douleur suite à toutes ces fractures et je me suis jamais posé la question d'arrêter ou quoi, parce que en fait la montagne, la grimpe c'est tellement présent que la question ne se posait pas. Je me cassais la cheville, j'allais voir le cordonnier de Cham quand il était encore là, je lui demandais de me mettre de la gomme sous la chaussure et puis j'allais grimper. Ou quand je me suis cassé le poignet, je faisais quand même tous les jours du ski de rando. Donc là, non, arrêter, ça m'a jamais traversé l'esprit. J'avais juste envie de me dire bon, ce serait bien de ne pas être blessée pour pouvoir profiter pleinement de tout, mais voilà. Et toi, Colline, tu t'es déjà blessée? J'ai eu la chance et en fait, dans toute ma vie, j'avais une blessure. J'ai fracturé, je ne sais pas comment on dit ces choses en français, mais que ça. Mais c'était une tombe de 15 mètres dans une crevasse sans corde. Donc, c'était la chance de seulement faire ça. Et ça t'a pas empêché d'arrêter le solo, en fait, du coup? Non, j'ai beaucoup peur d'être solo sur les glaciers compliqués. Donc, ouais, parfois, quand on fait l'alpinisme en solo, les parties les plus dangereuses, les plus dures, ne sont pas les mêmes parties si on est avec une partenaire. C'est parfois des parties complètement différentes. Après 82 4000, on ne peut pas nier que tu es un alpinisme chevronné, surtout en 1 an et demi. Est-ce que tes yeux se tournent plus vers des 8000 aujourd'hui? Non, pas forcément. Les 8000, c'est une autre dimension, c'est une autre dimension complètement. Mais vers des sommets un peu plus hauts, un peu plus techniques, pourquoi pas.
voilà, j'ai beaucoup d'idées en fait et j'ai beaucoup d'envie. Et j'en parle pas forcément trop, en fait j'aime bien faire les choses et puis en parler après. Mais oui, des plus grosses montagnes, ça donne toujours envie, ça fait toujours rêver, c'est toujours une grande source d'inspiration. Quand on voit, voilà, c'est une autre dimension, c'est une toute autre dimension. Et quand même, malgré tout, j'aime aussi bien la dimension humaine de la montagne. Et des 4000, c'est déjà bien. Des projets peut-être un peu plus à l'international, du coup? Des montagnes, il y en a partout, et c'est vrai que, sans parler d'altitude, les montagnes de Patagonie sont des montagnes magnifiques. On a toujours plein de projets. Pour ma part, ces dernières années, j'ai essayé de plus prendre l'avion pour des raisons écologiques, donc j'ai pu voyager, et c'était aussi ce projet rentrait aussi dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'après ce projet-là, j'ai commencé à avoir des petites images de montagnes un peu plus éloignées. Et pourquoi pas. Et toi, Colline, du coup, tu viens de... T'as pas mentionné, mais il va bientôt acheter un appartement à Chamonix. Et du coup, des projets un peu à Chamonix, tu as déjà fait pas mal de choses dans le coin. Est-ce que tu as des choses en particulier que tu aimerais réaliser? En fait, j'ai passé beaucoup de temps à Chamonix, peut-être plus à skier que grimper. Mais pour moi, je n'ai pas beaucoup de projets ici à Chamonix. En fait, il y a toujours beaucoup de choses à faire dans n'importe massif du monde. Si on est assez créatif, il y a toujours des bons projets à faire. Mais pour moi, la raison que j'aime beaucoup être à Chamonix, c'est plus que sont les grandes montagnes les plus accessibles du monde. Et par exemple, je suis de Seattle où il y a des belles montagnes ici, il y a des glaciers, c'est beaucoup plus les vraies montagnes que par exemple Colorado. Mais en même temps, on doit conduire chaque fois qu'on va à la montagne au minimum 1 heure et souvent 3 heures. Et si on a beaucoup de temps pour grimper, pour faire de la montagne, on passe trop de la vie dans la voiture. Et ici à Chamonix, c'est le seul endroit du monde où on peut faire du vrai alpinisme chaque jour qu'on veut et jamais besoin d'une voiture. En fait, je vais acheter un appartement ici à Chamonix et je n'ai pas les plans d'acheter une voiture. Et ça, c'est pour moi la vie parfaite. D'autres questions? Tout à l'heure, tu parles de préparation un petit peu physique, mais au niveau préparation un petit peu mentale, est-ce qu'il y a certaines choses, certaines pratiques que tu essayes de réaliser qui te permettent un petit peu aussi de, on va dire, contenir un petit peu tous ces enchaînements et essayer de garder un mental qui est vraiment axé quand même dans le but de réaliser tes sommets? J'arrive, ouais. Est-ce que c'était une question à moi ou à Liv ou les deux? Un petit peu des deux, quand tu cherches dans le solo ou dans l'enchaînement notamment, au niveau du mental. Alors, en fait, moi j'ai quand même un gros passé de compétitrice et assez rapidement j'ai compris pas mal de choses sur, et je dis ça sans prétention, mais sur comment gagner. En fait, j'ai compris assez jeune qu'est-ce qu'il fallait que je mette en place pour pouvoir gagner et le reproduire. Je pense que dans ma carrière, j'ai dû faire 50 podiums internationaux, donc j'étais quand même capable de mettre en place, de recruter des choses, de les mettre en place pour un objectif donné. Dans le cadre des 82 4000, c'est pas aussi demandant qu'un championnat du monde, c'est pas aussi poussé et aussi pointu, on va dire, mais je pense que c'est plus une façon générale de voir le projet et de ne pas se laisser déborder ou parasiter par des éléments. Et je crois que quand on a une situation qui devient un petit peu complexe, et la situation, elle peut être une situation de vie ou n'importe, il faut se dire, ok, la situation elle est complexe, il y a plein d'éléments, j'en reviens à l'essentiel. L'important là tout de suite, c'est quoi? C'est ça, je vais à l'essentiel. Et en fait, oublier tous les petits trucs à côté, les petits détails, et puis se recentrer sur l'essentiel, moi c'est ce qui me permet en fait d'avancer et de bien avancer et de faire les choses comme il faut.
Après, sur un projet comme ça, sur les 82 4000 où il y a des phases où on avance hyper vite, on fait plein de sommets, ça déroule, puis il y a des phases où il faut gérer un temps d'arrêt entre la déchirure musculaire au mollet, les gelures, les décès des personnes proches, et puis il y a ce temps de pause qu'il faut gérer, où il faut le transformer quelque part, le transformer pour avoir envie de repartir derrière. Et puis, pareil, là, sur Peutret, j'aurais pu me prendre la tête 500 fois en me disant je veux absolument finir cette année, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, bon, ça fait pas bien, toutes les planètes sont pas alignées. Ok, pas de souci, la montagne, elle sera toujours là. J'y vais l'année prochaine en juin. Enfin, il y a aussi une capacité à laisser aller à un moment. À un moment, il faut laisser aller. Et des fois, les choses, elles reviennent de façon plus fluide. Alors après, il n'y avait pas de préparateur mental, j'ai jamais eu de préparateur mental derrière moi, et pour un genre de projet comme ça non plus. Mais par contre, des fois, on discute avec un ami, on est face à une situation où on discute avec un ami, il va vous dire quelque chose, et ça va faire un petit déclic dans votre tête, et vous allez vous dire « Ah oui, je me sens mieux avec ça », ou « Ah oui, tiens, c'est vrai que je pourrais aussi penser comme ça, au lieu de penser comme je pense ». Donc c'est vrai que les discussions avec les personnes qui sont aussi dans le milieu, elles sont toujours très enrichissantes, parce que des fois, on entend une autre réflexion sur exactement la même situation et on dit « Ah, mais je pourrais tourner mon regard comme ça et penser comme il pense ou comme elle pense. » Et ça m'apporte une toute autre vision du truc. Donc, des fois, une discussion entre amis comme ça, toute bête, elle peut provoquer un super déclic chez soi. Je pense que le sujet est un peu dur pour mon niveau en français, mais une chose que je peux dire, c'est que je pense que c'est obligatoire pour moi d'être toujours content et confortable quand je suis en montagne. Et si on n'est pas, il n'y a pas raison d'être là. Et parfois, j'ai senti avant une ascension peur. Et si je sens un peu de peur, je annule tout de suite. Pour moi, c'est toujours une mauvaise idée de forcer quelque chose. Si on n'est pas motivé naturellement, pour moi, ça c'est un signe de faire autre chose et de ne pas le faire. Donc, je sens, non, je pense que j'ai vu parfois des jeunes alpinistes qui veulent faire des choses dures et parfois ils essaient de faire des choses quand ils ne sont pas vraiment à l'aise de le faire. Et je pense que c'est toujours important d'écouter comment on sent et c'est impossible de forcer. Alors pour tous ceux qui sont dans la salle et qui ont plein de petites idées de projets dans leur tête, comme vous aviez avant, c'était un projet qui paraissait peut-être invraisemblable ou difficile. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ou comment une petite chose qui a fait que vous avez décidé de le mettre à réalisation? Eh ben, c'est une question qui est dure, mais avant tout, quand on a un projet dans le cœur, il faut y croire, il faut oser. Puis je dirais assez basiquement, en fait, un pied dans l'autre, hein, une chose après l'autre, une journée après l'autre. C'est des projets qui se construisent au fur et à mesure, qui évoluent aussi au fur et à mesure. Donc, faut commencer à un endroit. Il ne faut pas avoir peur de commencer, il faut commencer à un endroit. Et puis chaque jour ou chaque heure, avancer un peu plus. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait. Et toi, Colline, un petit conseil pour tous les projets que tu as eu en Patagonie, en Alaska, quel est le meilleur conseil ou la meilleure chose qu'on ait pu te donner pour t'encourager à réaliser justement ces rêves que tu avais? En fait, je pense que les choses que j'ai dit juste avant ou que j'essaie de dire, c'est mon meilleur conseil. Et ça, c'est que la seule raison de faire de l'escalade de la montagne, c'est d'amuser, d'avoir des expériences importantes. Et c'est le meilleur conseil, c'est de toujours amuser, de toujours faire des choses qu'on veut faire et pas des autres choses. Un grand merci à Liv et à Colline pour cette soirée.